Imaginez une femme dont le nom est prononcé avec la même vénération dans les églises orthodoxes et avec la même terreur dans les chroniques historiques. Son visage nous regarde depuis les icônes dorées, entouré d'un nimbe de sainteté, tandis que ses actes sont capables de faire frémir même les chroniqueurs médiévaux les plus aguerris. Sainte Olga égale aux apôtres, éducatrice de la Russe, marraine du christianisme russe, et simultanément vengeresse impitoyable qui enterra vivant 20 ambassadeurs, brûla dans un bain des nobles et transforma une ville entière en gigantesque bûcher funéraire à l'aide de simples moineaux et de pigeons. Comment est-ce possible? Comment l'Église, qui prêche le pardon et l'amour des ennemis, a-t-elle canonisé une femme dont les mains étaient couvertes de sang jusqu'au coude? L'adoption de la foi peut-elle vraiment effacer tous les péchés, même les plus monstrueux? Ou derrière ce paradoxe se cache-t-il quelque chose de plus grand? Le mystère de l'âme féminine, capable d'un amour sans limite et d'une haine tout aussi sans limite? Les historiens ecclésiastiques préfèrent contourner délicatement les pages sombres de sa biographie, mettant l'accent sur le baptême et l'activité éducatrice. Mais les faits restent des faits. En 1547, 600 ans après sa mort, le concile de Macaire l'a inscrite au rang des saints avec le titre suprême de Égale aux apôtres, honneur qui n'a été accordé qu'à quelques personnes dans l'histoire du christianisme. Ce titre l'égale aux apôtres du Christ eux-mêmes. Réfléchissez à l'absurdité de la situation. Une femme qui a organisé 4 massacres sanglants est placée au même rang que les disciples du Sauveur. Les psychologues modernes tentent d'expliquer ce phénomène par le syndrome de stress post-traumatique. Le meurtre cruel de son mari bien-aimé aurait pu briser la psyché d'une jeune femme, transformant le chagrin en soif de vengeance. Mais une telle explication est trop simple pour une figure si complexe. Olga n'était pas une furie folle. Chacune de ses vengeances était soigneusement planifiée, astucieusement conçue et exécutée avec le calcul froid d'un génie stratégique. Les anciens chroniqueurs, en rapportant ses actes, se trouvaient eux-mêmes dans la perplexité. D'un côté, ils admiraient de son intelligence et sa détermination. De l'autre, ils frémissaient devant la cruauté de ses méthodes. La chronique des temps passés raconte sa vengeance presque avec admiration, l'appelant « la plus sage de tous les hommes ». Mais entre les lignes se lit aussi l'horreur devant une femme capable de tels actes. Nous partons en voyage dans les labyrinthes de l'une des biographies les plus contradictoires de l'histoire de l'humanité. Nous tenterons de comprendre où finit la vengeance juste et où commence la folie sanglante, et surtout, résoudre l'énigme qui tourmente les historiens depuis 1000 ans. Qui était réellement la princesse Olga, une sainte ou un démon sous apparence humaine, un ange de vengeance ou simplement une femme poussée à l'extrême par le chagrin? Et pourquoi, des siècles plus tard, l'Église a-t-elle décidé d'oublier le sang et de ne se souvenir que de la croix? Les origines mystérieuses. L'histoire ne nous a laissé aucun fait avéré sur l'origine de la femme qui deviendrait la mère de l'État russe. Comme un fantôme matérialisé du brouillard des siècles, elle entre dans les chroniques déjà comme un fait accompli, épouse du prince Igor. Mais qui était-elle avant cela? Quel sang coulait dans ses veines? Quelles terres ont nourri sa volonté de faire et son esprit vif? Les anciens chroniqueurs, si scrupuleux dans l'enregistrement des généalogies des princes et de la noblesse, dans le cas d'Olga, lèvent les bras. La chronique des temps passés mentionne vaguement qu'elle vient de Pskov, mais c'est comme dire quelque part du nord. D'autres sources l'appellent bulgare, d'autres encore varègue. On a l'impression que les chroniqueurs médiévaux eux-mêmes ne savaient pas vraiment qui était cette femme mystérieuse, devenue soudain première dame de la Russe. Son nom même, Olga, trahit des racines non russes. Les linguistes sont pratiquement unanimes. C'est une déformation du scandinave Helga, qui signifie sainte ou sacrée. Ironie du destin, un nom présageant la sainteté était porté par la future vengeresse. Mais l'origine scandinave du nom ne fait qu'approfondir le mystère. Était-elle la fille d'un Jarl Vareg, ou bien une roturière d'une tribu slave qui avait reçu un nom scandinave par hasard? La seule chose qui unit toutes les versions de son origine, la reconnaissance de son caractère exceptionnel. Même dans les mentions les plus avares, on lit entre les lignes l'admiration. Cette femme n'était pas simplement belle, elle était spéciale. En elle vivait une force intérieure qui faisait s'arrêter les gens et se retourner. La version la plus poétique et probablement la moins crédible de leur rencontre avec Igor est rapportée dans les chroniques tardives.
Le jeune prince chassait dans les forêts de Pskov et, poursuivant une bête, arriva près d'une large rivière. Sur l'autre rive, il vit une barque avec un passeur et demanda à être transporté. Ce n'est que lorsque la barque s'éloigna du rivage qu'Igor comprit que le passeur était une jeune fille déguisée en homme. Sa beauté frappa le prince à tel point qu'il oublia toute bienséance et tenta de la contraindre à l'intimité. Mais la jeune fille s'avéra non seulement belle, mais aussi sage. « Que veux-tu, prince ?» demanda-t-elle avec un calme glacial. « Si tu veux le déshonneur, alors mieux vaut te jeter dans l'eau, car qu'est-ce qui vaut mieux, mourir dans la pureté ou vivre dans la honte ?» Ces mots, comme de l'eau froide, dessaoulèrent Igor. Il vit devant lui, non pas simplement une belle jeune fille, mais une personnalité digne de respect. Et quand vint le temps de se marier, il se souvint de cette inconnue passeuse et ordonna de la rechercher. Bien sûr, cette histoire ressemble plus à une légende romantique qu'à un fait historique, mais elle contient une importante vérité psychologique. Olga apparaît dès le début comme une femme ne voulant pas jouer selon les règles d'autrui. Vêtements masculins, détermination, capacité à résister, tous ces traits de caractère se manifesteront plus tard dans son activité politique. Peut-être le mystère de son origine était-il justement sa principale arme. Dans un monde où chacun connaissait sa place dans la hiérarchie, où la généalogie déterminait le destin, Olga était une page blanche. Elle pouvait réécrire son histoire, se créer à nouveau, et elle utilisa pleinement cette possibilité, devenant non pas simplement l'épouse du prince, mais co-dirigeante, et après sa mort, souveraine unique d'un immense État. L'année fatale, 945. L'année 945 devint une ligne fatale divisant la vie d'Olga en « avant » et « après ». Avant ce moment, elle était simplement une princesse, épouse, mère, vivant dans l'ombre de son mari. Après, elle se transforma en l'une des souveraines les plus redoutables de l'histoire de l'humanité. Entre ces deux incarnations se trouvait une tragédie qui brûla de son âme toutes les faiblesses humaines et ne laissa qu'une volonté de faire pour le pouvoir et une soif de justice. Igor mourut non pas dans un combat honorable, non pas par l'épée d'un adversaire digne. Sa mort fut humiliante et cruelle. Le prince qui avait uni sous son pouvoir une demi-douzaine de tribus slaves, qui avait mené des campagnes contre Constantinople et fait trembler les empereurs byzantins, fut tué comme un brigand par les Drévliens, tribu qu'il considérait comme soumise. La cause fut la cupidité humaine ordinaire. Ayant collecté le tribut chez les Drévliens, Igor se dirigeait déjà vers la maison quand ses soldats commencèrent à murmurer. « Les serviteurs de Svenel se sont équipés d'armes et de vêtements, et nous sommes nus. Va, prince, avec nous chercher le tribut, et tu obtiendras, et nous, ôter. Mos fatal !» Igor congédia la majeure partie de l'armée et retourna chez les Drévliens avec une petite suite pour un tribut supplémentaire. Imaginez la fureur des anciens Drévliens quand ils virent le prince revenir pour un nouveau tribut. Si le loup prend l'habitude d'aller vers les moutons, il emporte tout le troupeau jusqu'à ce qu'on le tue, dit leur prince mâle. La décision fut prise à l'unanimité et exécutée avec une cruauté symbolique. Igor fut attaché à 2 bouleaux penchés et on relâcha les arbres. Le corps du prince fut déchiré en 2. Quand la nouvelle de la mort de son mari parvint à Kiev, Olga, selon le témoignage du chroniqueur, n'émit aucun son. Elle ne pleurait pas, ne se débattait pas dans l'hystérie, ne s'arrachait pas les cheveux, comme il convenait à une veuve en deuil. Elle se figea simplement, comme si elle s'était transformée en statue de glace. Les courtisans chuchotaient que le chagrin l'avait privée de raison. Mais ils se trompaient, Olga ne devint pas folle, elle renaissait. En un instant, un fardeau insupportable tomba sur ses épaules. Sviatoslav, son fils unique et héritier du trône, était encore un enfant. Il avait à peine 3 ans. La Russe de Kiev, cette formation étatique fragile, maintenue seulement par la force de l'épée princière, se retrouva sans dirigeant à part entière. Les tribus récemment soumises par Igor levaient déjà la tête, sentant la faiblesse du pouvoir central. Byzance et les Khazars observaient avec des sourires prédateurs le développement des événements, prêts à profiter du trouble. Mais le coup le plus audacieux vint des Drévliens. Il ne leur suffisait pas d'avoir tué le prince. Ils décidèrent aussi de s'emparer de son héritage. Un mois après les funérailles d'Igor, une ambassade drévlienne arriva à Kiev. 20 nobles hommes, vêtus de leurs plus beaux habits, avec de riches cadeaux et de douces paroles. Ils venaient demander la main de la veuve pour leur prince mâle. Le plan des Drévliens était diaboliquement simple et logique.
En épousant Olga, Mal devenait beau-père de Sviatoslav et, par conséquent, régent auprès du jeune héritier. Cela signifiait effectivement la prise du pouvoir sur toute la Russe de Kiev. Les Drevliens, qui hier encore payaient tribut à Kiev, devenaient maîtres de tout l'État. De plus, le meurtre d'Igor dans cette interprétation ne se transformait plus en crime, mais en prélude à un mariage politique. Les ambassadeurs étaient sûrs du succès. Que restait-il à faire à une jeune veuve avec un enfant dans les bras, entourée d'ennemis? Bien sûr, accepter la proposition. L'alternative était le chaos, l'effondrement de l'État, la mort possible du fils. Toute femme raisonnable aurait accepté ce mariage, même avec l'assassin de son mari. Mais Olga n'était pas n'importe quelle femme raisonnable. Quand les ambassadeurs exposèrent leurs propositions, elle les écouta avec un visage de pierre, puis elle prononça des mots qui devaient réjouir les Drevliens. « Votre discours m'est agréable. Je ne peux plus ressusciter mon mari, mais je veux vous rendre honneur demain devant mes gens. Maintenant, allez à votre barque et couchez-vous dans la barque en vous glorifiant. Et demain, j'enverrai vous chercher et vous direz, nous ne montons pas à cheval ni ne marchons à pied, mais portez-nous dans la barque. Et ils vous porteront dans la barque. » Les Drevliens partirent jubilants. Ils ne comprirent pas qu'ils venaient d'entendre leur arrêt de mort. La première vengeance, enterré vivant. La nuit précédant l'exécution, Olga ne dormit pas. Dans ses appartements, à la lueur des chandelles de cire, elle réfléchit à chaque détail du spectacle à venir. Ce devait être non pas simplement un meurtre, ce devait être un message à tous ceux qui avaient osé douter de la force de la princesse de Kiev. Les Drevliens voulaient l'humilier en proposant un mariage avec l'assassin de son mari. Eh bien, ils recevraient une réponse qu'ils se rappelleraient à jamais, ceux qui resteraient vivants pour raconter ce qu'ils avaient vu. L'aube de 9-6 se leva sur Kiev comme d'habitude. Les ambassadeurs drevliens, qui avaient passé la nuit dans leur barque sur le Dniepr, se réveillaient de bonne humeur. Leur mission était couronnée de succès. La fière veuve avait accepté de devenir l'épouse de leur prince. Ils s'imaginaient comment ils seraient accueillis chez eux, quels honneurs on leur rendrait pour des négociations si brillamment menées. 20 nobles hommes, fleurs de l'aristocratie drevlienne, ne soupçonnaient pas qu'ils voyaient le dernier lever de soleil de leur vie. Et dans la cour du palais princier, le travail battait déjà son plein. Sur ordre d'Olga, les soldats creusaient une fosse profonde, officiellement pour une nouvelle cave. En réalité, pour une tombe commune. Ils travaillaient en secret dès l'aube, pendant que la ville dormait encore. La fosse devait être assez profonde pour recevoir 20 hommes et assez étroite pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Quand le soleil se leva suffisamment haut, une procession solennelle partit du palais princier vers les barques. En tête marchèrent les trompettes, annonçant l'arrivée des ambassadeurs princiers. Derrière eux, les soldats en habits de parade. Olga avait vraiment l'intention de rendre aux Drevliens honneur devant ses gens, seulement pas celui qu'ils attendaient. « La princesse Olga vous appelle », annoncèrent les ambassadeurs de Kiev. « Mais elle demande, ne montez pas à cheval et ne marchez pas à pied. Elle ordonne de vous porter dans la barque, comme les hôtes les plus honorés. » Les Drevliens s'entre-regardèrent avec des sourires satisfaits. Voilà de l'ampleur, voilà de l'honneur. Même les empereurs byzantins n'accordaient pas un tel honneur aux ambassadeurs. Ils s'installèrent dans leur barque, se redressèrent, bombèrent le torse. Que tout Kiev voit quel honneur on leur rend. Les soldats soulevèrent la barque sur leurs épaules. La procession se dirigea à travers toute la ville vers le palais princier. Des foules de Kieviens sortirent dans les rues pour regarder ce spectacle inhabituel. Les Drevliens hochaient majestueusement la tête à droite et à gauche, recevant les saluts comme leur dû. Ils se sentaient triomphateurs, ne soupçonnant pas qu'ils participaient à leurs propres funérailles. Dans la cour du palais, les attendait Olga elle-même. Elle se tenait sur un haut perron en vêtements blancs, avec un visage impénétrable. À côté d'elle se pressaient boyards, soldats, serviteurs, toute la cour princière au complet. Vraiment l'honneur devant ces gens, comme l'avait promis la princesse. « Soyez les bienvenus, honorables hôtes », prononça Olga d'une voix sonore. « Il y a longtemps que je n'avais vu d'homme si noble dans ma maison. » Et alors elle fit un signe à peine perceptible de la main. Ce qui se passa ensuite arriva si vite que les Drevliens ne comprirent pas immédiatement ce qui se passait. Les soldats portant la barque firent sourder. Un pas de côté. Sous la barque, béait la gueule noire d'une fosse fraîchement creusée. La barque, avec les ambassadeurs, s'effondra. Des cris d'horreur retentirent, des gémissements, des malédictions.
Les Drevliens se débattaient dans la fosse comme des vers dans un bocal, tentant de sortir par les parois glissantes d'argile. Olga s'approcha du bord de la fosse et se pencha. Son visage blanc apparut sur fond de ciel bleu comme une vision de mort. « L'honneur vous plaît-il » demanda-t-elle presque tendrement, comme si elle s'intéressait au bien-être de chers hôtes. « Plus amer pour nous que la mort d'Igor » cria d'en bas l'un des ambassadeurs, et dans sa voix résonnait une compréhension tardive. Ce n'est qu'alors qu'ils réalisèrent dans quel piège ils étaient tombés. Ce n'était pas un honneur, c'était une vengeance. Vengeance raffinée, froide, impitoyable. « Il en doit être ainsi », répondit froidement Olga et s'éloigna du bord de la fosse. Elle leva la main et les soldats se mirent à combler la fosse de terre. Vivants, les cris devinrent de plus en plus sourds, puis se transformèrent en râles, puis se turent complètement. La cour restait pétrifiée. Même les guerriers aguerris ne pouvaient retenir un tremblement. Personne n'avait vu une telle exécution. Olga restait immobile, observant comment disparaissaient les dernières trousses de l'ambassade de Révienne. Pas un muscle n'avait bougé sur son visage. Elle ressemblait non pas à une femme, mais à une déesse de la vengeance, impitoyable et belle. Par cette exécution, Olga déclarait la guerre non seulement aux Drevliens, mais à tout l'ancien monde où la femme n'était qu'une marchandise dans les affaires politiques. Elle montrait qu'avec elle personne ne négocierait, ne dicterait pas de conditions, n'humilierait pas la mémoire de son mari. 20 nobles Drevliens devinrent les premières victimes d'une nouvelle époque, l'époque où la Russe était gouvernée par la main de fer d'une femme. La deuxième vengeance, le bain de feu. La disparition de la première ambassade ne passa pas inaperçue en terre drevlienne. Les jours passaient et les nobles hommes ne revenaient pas. Il n'y avait ni nouvelles, ni explications, ni même de corps pour les funérailles. Comme si 20 hommes s'étaient évaporés dans l'air. Le prince mâle s'énervait, mais espérait encore le meilleur. Peut-être les négociations se prolongeaient-elles? Peut-être Olga organisait-elle de somptueuses festivités en l'honneur des fiançailles? Mais Olga dissipa elle-même ses illusions. À la capitale drevlienne, Iskorosten arriva son messager avec un message qui horrifia tous ceux qui l'entendirent. « Si vous me demandez vraiment en mariage, alors envoyez des hommes de marque pour que j'aille avec grand honneur vers votre prince. Sinon les gens de Kiev ne me laisseront pas partir. » Le message était moqueusement poli. Olga laissait entendre que les premiers ambassadeurs n'étaient pas assez nobles, indignes d'une mission si importante. Les Drevliens auraient pu soupçonner quelque chose, mais l'orgueil l'emporta sur la prudence. « Elle a raison », décidèrent-ils. La première ambassade était trop modeste pour une affaire si importante. Envoyons les meilleurs, les plus nobles. Et ils envoyèrent. Cette fois, ce ne furent pas simplement des nobles hommes qui partirent pour Kiev, mais la fleur de l'élite drevlienne. Princés de clans, anciens de tribus, voyévodes, des gens dont toute la terre connaissait les noms. Si la première ambassade était un sondage du terrain, la seconde devint un véritable assaut diplomatique. 50 des Drevliens, les plus influents, se dirigèrent vers Kiev, sûrs du succès. Olga les accueillit avec une cordialité feinte qui rappelait trompeusement l'hospitalité. « Soyez les bienvenus, chers hôtes. Je vois que les Drevliens m'ont vraiment envoyé leurs meilleurs hommes. Cela montre le sérieux de vos intentions. » Les ambassadeurs s'épanouirent de plaisir. Enfin, on les appréciait à leur juste valeur. « Mais avant que nous commencions les négociations, » continua Olga, « vous devez vous rafraîchir après le long voyage. J'ai fait préparer un bain pour vous. Lavez-vous, reposez-vous et demain nous célébrerons solennellement nos fiançailles. » Dans ce monde, le bain n'était pas simplement un lieu de lavage, mais un rituel important. Proposer un bain à un hôte signifiait lui rendre le plus grand honneur, le reconnaître comme son égal. Les Drevliens furent touchés par une telle attention. Ils ne savaient pas qu'Olga leur préparait vraiment un lavage, seulement pas à l'eau, mais au feu. Le bain préparé pour les ambassadeurs se dressait à l'écart des autres constructions, dans un coin reculé de la cour princière. C'était une solide construction en rondin, capable d'accueillir beaucoup de monde à la fois. Les Drevliens se déshabillèrent avec plaisir et entrèrent à l'intérieur. La vapeur chaude enveloppa leur corps, lavant la poussière des routes. Ils se détendirent, parlèrent des négociations à venir, partagèrent de leurs projets d'avenir. Et dehors, Olga observait personnellement les préparatifs de l'acte final. Les soldats, sur son ordre, entourèrent le bain de bois sec, de paille, d'écorce de bouleau, tout ce qui pouvait s'enflammer rapidement.
D'autres guerriers prirent position près des fenêtres et de la porte, tenant leurs épées prêtes au cas où quelqu'un tenterait de s'échapper. « Maintenant » dit doucement Olga et hocha la tête. Le toit prit feu en premier, la paille sèche s'enflamma comme de la poudre, et le feu courut rapidement le long des murs. Les Drévliens à l'intérieur ne comprirent d'abord pas ce qui se passait. Ils sentirent l'odeur de fumée, virent les reflets des flammes d'à travers les fentes des murs, mais espéraient encore que c'était un accident. Quand ils réalisèrent qu'on avait mis le feu au bain exprès, il était déjà trop tard. La porte était fermée de l'extérieur, les fenêtres étaient trop petites pour qu'un homme adulte puisse passer. La température à l'intérieur devint insupportable. Les Drévliens criaient, suppliaient de grâce, promettaient toutes sortes de rançons. Mais dehors, personne ne les entendait, ou faisait semblant de ne pas entendre. Olga se tenait à l'écart et observait comment les flammes dévoraient les murs de bois. Son visage était éclairé par les reflets du feu, et dans cette lumière rougeâtre, elle ressemblait à une déesse païenne recevant des sacrifices humains. Ni compassion, ni repentir, seulement une froide satisfaction de la justice accomplie. Le bain brûla toute la nuit. Au matin, il ne restait que des poutres calcinées et des cendres. 50 des plus nobles Drévliens s'étaient transformés en une poignée de cendres. Et ainsi tous brûlèrent, nota laconiquement le chroniqueur, et dans cette brièveté sentant l'horreur devant une femme capable de cela. Le deuxième coup était porté. Les Drévliens avaient perdu non seulement des ambassadeurs, mais une partie considérable de leur élite. Mais le plus terrible n'était pas là. Le plus terrible était qu'ils ne comprenaient toujours pas à qui ils avaient affaire. Ils espéraient encore pouvoir négocier avec Olga, trouver un compromis, régler l'affaire à l'amiable. Ils ne savaient pas que la princesse avait déjà condamné à mort tout leur peuple, et les exécutions les plus raffinées étaient encore à venir. La troisième vengeance, le festin sanglant. Après la disparition de la seconde ambassade, la terreur régna en terre drévlienne. Le prince mâle courait dans son palais comme une bête traquée. Et alors se produisit l'incroyable. Un nouveau message d'Olga arriva, mais complètement différent. Aucune exigence, seulement la triste demande d'une veuve. « Je viens déjà vers vous, préparer de nombreux hydromels, que je pleure sur sa tombe, et fasse un festin funéraire pour mon mari. » Les Drévliens soupirèrent de soulagement. Enfin, la veuve était revenue à la raison, voulait pleurer son mari et organiser des funérailles. Cela signifiait la possibilité de négocier, de trouver un compromis. Au printemps de 46, Olga arriva effectivement à Iskorosten avec une petite suite. Une femme en vêtements de deuil, au visage baigné de larmes, rien de menaçant. Elle s'inclina silencieusement devant le tumulus d'Igor, resta longtemps debout sur la tombe, les larmes coulaient sur ses joues. Les Drévliens s'entre-regardaient avec satisfaction. Voilà, la vraie femme brisée. « Organisez un festin funéraire », demanda Olga d'une voix tremblante. « Que tout le peuple vienne honorer la mémoire du prince déchu. » Elle avait apporté des tonneaux d'hydromel, de vin, de bière, comme si elle voulait abreuver toute la terre drévlienne. Le jour fixé, des milliers de personnes affluèrent à Iskorosten. Le festin commença à l'aube. Olga était assise à côté du prince mâle, pâle et silencieuse, touchant à peine à la nourriture. En revanche, les Drévliens buvaient pour deux. Les hydromels qu'avait apportés Olga s'avérèrent exceptionnellement forts. À midi, la plupart des convives étaient passablement éméchés. Certains ne tenaient déjà plus debout. Personne ne remarquait que les soldats d'Olga buvaient à peine et entouraient discrètement les fêtards. Quand le soleil atteignit le zénith, Olga se leva soudain. Elle était sobre comme un cristal. « Avez-vous assez bu en l'honneur de mon mari ?» demanda-t-elle d'une voix forte. Les Drévliens ivres crièrent « Assez, princesse. Alors servez maintenant mon mari. » s'exclama Olga et donna le signal. Les soldats tirèrent leurs épées comme un seul homme et s'abattirent sur les gens sans défense et ivres. Le massacre fut foudroyant et impitoyable. Les Drévliens enivrés ne pouvaient ni résister ni fuir. Le sang coulait à flots, se mêlant au vin renversé. Olga se tenait au milieu du carnage immobile, comme une statue de pierre, avec un visage béatement calme. Le massacre continua jusqu'au coucher du soleil. 5000 personnes périrent dans ce festin maudit. Parmi les tués se trouvait le prince mâle. Olga se promena parmi les cadavres, comme un général inspectant le champ de bataille. Ses vêtements de deuil étaient éclaboussés de sang, mais elle ne le remarquait pas. Maintenant, Igor pouvait reposer en paix. Sa morte s'était pleinement vengée.
Mais même ce massacre monstrueux n'était qu'un prélude à l'acte principal de la vengeance. La quatrième vengeance. Les oiseaux de feu. Après le festin sanglant, Olga envoya chercher des renforts à Kiev. Iskorost, capitale des Dréviens, tenait encore debout. Tant que cette ville existait, l'œuvre de vengeance n'était pas achevée. Le siège s'éternisa toute une année. Haute muraille, défenseurs désespérés, l'assaut aurait été extrêmement coûteux. Et alors vint à l'esprit génial d'Olga une idée d'une audace saisissante. Si on ne pouvait percer les murs, alors on pouvait les survoler. Un messager s'approcha des murailles avec une proposition de paix. « Je ne veux plus me venger, écrivait Olga. Je veux seulement prendre un petit tribut et m'en aller. »« Quel tribut ? Donnez-moi de chaque cour 3 pigeons et 3 moineaux. Je ne veux pas imposer un lourd tribut, c'est pourquoi je demande peu. » Les Dréviens n'en croyaient pas leurs oreilles. Des oiseaux ? Après un an de siège, elle voulait une poignée de moineaux ? Cela semblait trop beau, mais qu'y avait-il de mal dans des oiseaux ? Qu'elle les prenne si cela pouvait aider à conclure la paix. Vers le camp d'Olga s'étira une file de citadins avec des cages, des centaines de moineaux et de pigeons, un joyeux gazouillement emplit l'air. Mais la princesse ne se hâtait pas de lever le siège. Toute la nuit, les soldats attachèrent aux pattes des oiseaux des morceaux d'amadou enveloppés d'écorce de bouleau. À l'aube, des centaines d'oiseaux furent relâchés. Pigeons et moineaux s'élancèrent vers leur nid sous les toits d'Iskorosten. Chaque oiseau portait un fardeau mortel. Toute la ville s'enflamma simultanément. Des centaines de foyers d'incendie éclatèrent sous les toits de chaume. Le vent dispersait les étincelles. Le feu sautait de maison en maison. En quelques heures, Iskorosten se transforma en un gigantesque bûcher. Les historiens modernes débattent pour savoir si une telle chose est techniquement possible. Certains considèrent cette histoire comme une légende. Mais un chroniqueur aurait-il pu inventer un plan si raffiné ? Et n'est-ce pas dans le caractère d'Olga une telle génialité ? Iskorosten brûla 3 jours. La capitale drévlienne se transforma en cendres. La tribu des Drévliens cessa d'exister. La vengeance d'Olga était accomplie. 4 coups, et les ennemis furent effacés de la surface de la terre. Transformation en sage gouvernante. Les cendres d'Iskorosten fumaient encore quand quelque chose d'étonnant se produisit dans l'âme d'Olga. Comme si, avec la fumée des bûchers funéraires, s'était aussi envolée sa soif de sang. 4 années de vengeance s'achevaient. La dette envers le mari mort était entièrement payée, maintenant, et on pouvait revenir à la vie. Mais quelle ruse voyait-elle autour d'elle ? Le pays gisait en ruine. Non seulement la terre drévlienne, mais tout l'empire d'Igor craquait de toutes parts. Pendant que la princesse s'enivrait de vengeance, d'autres tribus levaient de la tête. Les unes refusaient de payer tribut, les autres pillaient les routes commerciales. Kiev perdait progressivement le contrôle des périphéries. Son fils Sviatoslav grandissait, mais il restait des années avant sa majorité. Et tout ce temps, l'État avait besoin d'une main ferme. Olga regarda la terre dévastée avec les yeux non d'une vengeresse, mais d'une gouvernante, et fut horrifiée. Le système de gouvernement hérité de son mari était primitif et prédateur. Les princes et leurs soldats collectaient le tribut comme ils voulaient. Qui pouvait extorquer combien ? Aucune loi. Aucune règle, le fort volait le faible, et celui-ci, à son tour, compensait ses pertes aux dépens des plus faibles encore. Cela ne peut plus continuer ainsi, se dit Olga, et se mit au travail avec la même méthode avec laquelle elle avait planifié sa vengeance. En premier lieu, elle établit des montants exacts de tribut pour chaque tribu. Non pas autant qu'on réussira à prendre, mais une somme strictement déterminée. Chacun savait combien il devait payer, et personne ne pouvait exiger davantage. L'arbitraire était fini, l'époque de la légalité commençait. Mais il ne suffisait pas de déterminer le montant du tribut, il fallait organiser sa collecte. Et ici, Olga manifesta un génie administratif. Par tout le pays, elle créa un réseau de postes fortifiés, points fortifiés où s'arrêtaient que les collecteurs princiers. Le poste n'était pas simplement une auberge. C'était un centre de pouvoir, un lieu où se réglaient les disputes, se rendait la justice, se conservaient les réserves. Le système des postes peut être considéré comme la première tentative de gouvernement centralisé en russe. Avant Olga, le prince parcourait personnellement ses domaines, collectant le tribut. Après, elle apparut une structure administrative permanente. Le pouvoir du prince était présent partout, même quand lui-même n'était pas là. Les diplomates byzantins, observant les transformations dans le royaume barbare, furent stupéfaits.
Dans leur rapport, Olga est appelée archontis de Russe, titre signifiant gouvernante à part entière. Pour les fiers Romains, qui considéraient tous les voisins du Nord comme des sauvages, c'était la plus haute louange. Mais le plus étonnant était autre chose. Olga, qui avait inondé la terre de sang au nom de la vengeance, s'avéra être une gouvernante remarquablement sage et juste. Ses lois étaient sévères, mais prévisibles. Ses fonctionnaires prenaient ce qui était dû, mais pas plus. Sous elle, le commerce prospérait, les villes grandissaient, les frontières étaient calmes. Comme si dans son âme vivaient deux femmes différentes. L'une, vengeresse impitoyable, capable de toute cruauté. L'autre, mère attentionnée des peuples, soucieuse du bien-être de ses sujets. Et toutes sous deux étaient également sincères, également vraies. Peut-être qu'en passant par l'enfer de la vengeance, Olga comprit-elle le vrai prix de la vie humaine. Peut-être qu'en voyant les destructions que pouvait apporter le pouvoir débridé, décida-t-elle de diriger sa force vers la création. Quoi qu'il en soit, des cendres des villes dréviennes se leva une nouvelle Russe, plus organisée, plus juste, plus forte. Le baptême à Constantinople d'Ixent avait passé depuis la chute d'Iskorostène. Olga gouvernait la Ruse d'une main de fer, mais dans son âme mûrissait une nouvelle aspiration. Les dieux païens, auxquels elle avait offert des sacrifices sanglants, ne donnaient plus de réponse aux questions qui la tourmentaient. Que l'attendait après la mort? Quelqu'un lui pardonnerait-il jamais la mer de sang versée? Et y avait-il une force capable de laver les péchés, même de mains comme les siennes? Les réponses devaient être cherchées à Constantinople, la seconde Rome, cœur du monde chrétien. Officiellement, Olga s'y rendait avec une mission diplomatique. Il fallait régler les disputes commerciales, renouveler les traités, montrer la force et la richesse de la Russe. Mais le vrai but du voyage était plus profond et plus intime. L'apparition de la princesse russe à Tsargrad fit sensation. Les Byzantins s'attendaient à voir une reine barbare typique, grossière, fruste, couverte d'or comme une sauvage. Au lieu de cela se présenta devant eux une femme raffinée, intelligente, dont les manières ne le cédaient en rien aux beautés de la cour. Olga parlait grec, se débrouillait dans les subtilités de l'étiquette, citait les auteurs antiques. L'empereur Constantin Anky-Porphyrogénète fut bouleversé. À 50 ans, il se considérait comme l'un des monarques les plus cultivés de son temps, mais la rencontre avec Olga le dérouta. Cette femme n'était pas simplement belle, elle était son égale en intelligence et en volonté. On sentait en elle cette même noblesse du pouvoir que chez lui. Après plusieurs réceptions officielles, l'empereur fit un coup inattendu. Il proposa à Olga sa main et son cœur, l'union de deux grandes puissances sous le pouvoir d'une seule famille. N'était-ce pas le rêve de tous les diplomates? Byzance obtiendrait le contrôle de la route commerciale, des varègues aux Grecs, la russe, l'accès au trésor de la culture orientale. Mais Olga ne se hâtait pas de répondre. « Je suis païenne », dit-elle pensivement. Comment un empereur chrétien peut-il prendre pour épouse une adoratrice de Perrin et Vélès? Ce sera une tentation pour tes sujets et un péché devant Dieu. Constantin objecta avec ardeur. Mais tu peux recevoir le saint baptême. Je serai moi-même ton parrain. Olga réfléchit comme si elle pesait cette proposition. En réalité, elle avait déjà tout décidé et tendu un piège. La cérémonie de baptême eut lieu dans la basilique Sainte-Sophie devant un concours de peuple inouï. Olga, vêtue de blanc, se tenait près des fonts baptismaux entourés du haut clergé. Le patriarche accomplissait le sacrement et l'empereur Constantin servait de parrain. À ce moment, la princesse païenne mourut et naquit la chrétienne Hélène. Après l'office, Constantin se hâta de renouveler sa demande en mariage. Maintenant, il n'y avait plus d'obstacle. Mais Olga le regarda avec un sourire malicieux. « Comment peux-tu prendre pour épouse ta filleule spirituelle? Car selon la loi chrétienne, tu es devenu mon père spirituel. Ou me proposes-tu le péché d'inceste ?» Constantin se figea. Effectivement, le parrain et la filleule étaient considérés comme parents. Le mariage entre eux était impossible. L'empereur comprit qu'il avait été dupé avec une simplicité géniale. « Tu m'as trompé, Olga », reconnut-il sa défaite. Dans ces mots résonnait non seulement le dépit, mais aussi l'admiration. La princesse barbare avait battu l'empereur byzantin sur son propre terrain. Olga repartit de Constantinople avec de riches présents, des accords commerciaux avantageux et une nouvelle foi. Mais surtout, elle avait prouvé qu'elle pouvait rivaliser à égalité avec les esprits les plus raffinés du monde chrétien. Le baptême devint non seulement un triomphe spirituel, mais aussi politique.
Cependant, certains historiens doutent de cette belle histoire. Peut-être Olga avait-elle adopté le christianisme bien plus tôt, et à Constantinople ne fit-elle que confirmer sa foi. Mais l'essentiel ne change pas. Elle réussit à utiliser la religion comme instrument de diplomatie, tout en restant complètement indépendante. La sainteté par le sang, 1547 Moscou. Le concile de Macaire rend une décision qui stupéfie même les hiérarques ecclésiastiques aguerris. La princesse Olga est inscrite au rang des saints avec le titre suprême de égale aux apôtres. Cela signifie que la femme qui a noyé, brûlé et massacré des milliers de personnes est placée au même rang que les disciples du Christ lui-même. Comment est-ce possible? Comment l'Église, qui prêche le pardon et l'amour des ennemis, a-t-elle canonisé une vengeresse? La version officielle est simple. Olga a baptisé la Russe, a ouvert la voie au christianisme, est devenue la grand-mère du baptême russe. Son passé sanglant est délicatement passé sous silence. Dans les vies de saints, on parle d'une sage gouvernante et d'une éducatrice, mais pas du massacre d'Iskorosten. Mais la mémoire populaire fonctionne autrement. Dans les bilines et récits russes, Olga apparaît justement comme une vengeresse. Juste, impitoyable, mais juste. Pour les gens simples, sa cruauté n'était pas un vice, mais une vertu. Elle avait vengé son mari assassiné, défendu l'honneur de la famille, puni les traîtres. N'est-ce pas ce qu'exige la conscience humaine? Les historiens modernes se divisent en deux camps. Les uns voient en Olga une victime de la société patriarcale, une femme forcée d'utiliser une cruauté monstrueuse pour affirmer son pouvoir. Les autres, une meurtrière de sang-froid, se cachant derrière la justice. Les troisièmes tentent de trouver un juste milieu. Oui, elle fut cruelle, mais telle était de l'époque. Mais s'agit-il vraiment de l'époque? Le Moyen-Âge ne connaissait-il pas de souverain miséricordieux? Saint Vladimir, par exemple, qui refusa la peine de mort? Ou saint Boris et Gleb, qui ne levèrent pas la main sur leur frère assassin? Pourquoi donc l'Église pardonna-t-elle à Olga ce qu'elle aurait condamné chez d'autres? Peut-être la clé est-elle dans la nature même de sa foi. Olga adopta le christianisme non comme une femme faible cherchant consolation, mais comme une victorieuse dictant ses conditions. Elle ne se repentait pas de ses péchés, elle apportait à Dieu ses victoires. Sa sainteté n'était pas humilité, mais force. Ou peut-être l'Église canonisa-t-elle non pas un être humain, mais un symbole. Olga devint l'incarnation du caractère russe, capacité d'amour sans limite et de haine sans limite. Son histoire disait au peuple: la justice triomphera même s'il faut passer par l'enfer. Les ennemis seront punis, les traîtres recevront selon leur mérite. Le jour de mémoire de Sainte Olga égale aux apôtres est le 11 juillet. Ce jour-là, dans les temples, on lit des prières à la femme qui jadis inonda la terre de sang. Les croyants lui demandent intercession, oubliant ou ignorant les bûchers drevliens. L'histoire a effacé le sang, ne laissant que le nimbe. Le paradoxe d'Olga reste insoluble. Comment concilier sainteté et cruauté? Comment expliquer que les mêmes mains soient capables de vengeance monstrueuse et de sage gouvernement? Peut-être là réside la véritable énigme de la nature humaine, comme nous ne sommes ni anges ni démons. Nous sommes des humains, capables de tout, et Olga fut la plus humaine de tous les humains de son temps.